besoin. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans Analytics, l'émission sans décor fixe. Pour cet épisode, on avait envie de revenir sur les bases, mais vraiment, quelque chose d'important. Et là, on rigole pas là. Parce qu'on va pas parler d'un demi-film à partir de maintenant. Aujourd'hui, pour cet épisode, on va parler de l'Aurore de Murnau. Ah ouais, là, c'est mes films. Ah non, mais là. Attention. Hein. Non, mais là, sérieux, là. C'est du grand cinéma. On parle de Murnau. On parle de Murnau, là. S'il vous plaît. Attention, là, il y a tous les étudiants de cinéma, là, ils vont râler. Murnau est un cinéaste allemand des années 20. Il fait partie des fondateurs de ce que l'on appelle l'expressionnisme allemand, aux côtés de Fritz Lang ou de Georg Wilhelm Pabst. Georges. L'expressionnisme allemand est un courant artistique apparu au début du XXe siècle et présent sur plusieurs médias. Ces artistes ne cherchaient pas à créer une impression de réel, comme ça pouvait être le cas aux États-Unis à la même époque, mais plutôt à atteindre un certain symbolisme à l'aide des décors, de la lumière et du jeu des acteurs. Ce qui était important avant tout était donc ce que le spectateur allait ressentir, et non le réalisme des images. Au cinéma, c'est le cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene, en 1920, qui a amené cela. Et le point culminant de ce mouvement, Nosferatu de Murnau en 1922. Si je parle de ça, c'est pour deux choses. D'abord, pour préciser que Murnau compte beaucoup plus sur les forces évocatrices des images que sur les cartons textes, et qui, eux-mêmes, cherchant à produire un effet. Et je voulais préciser que l'expressionnisme a été considéré comme un art dégénéré par les nazis. Satané nazis. Après avoir vu Le Dernier des Hommes, William Fox, patron des studios Fox, ça fait une répétition, mais en même temps, c'est pas évident pour tout le monde que William Fox est le patron de la Fox. Après avoir vu Le Dernier des Hommes, William Fox, patron des studios Fox, propose à Murnau de venir faire un film aux USA, avec un budget illimité. Ainsi, pour ce film, Murnau va utiliser le Movietone, procédé pour mettre du son sur pellicule, faisant de l'Aurore le premier film avec sa bande originale intégrée. Il va faire fabriquer d'énormes décors à plus de 200 000 $. Il propose aussi une prise de vue innovante. Il y a des sublimes travelling, à une époque où il n'y avait pas de stabilisateur, une utilisation de la perspective forcée et une technique de surimpression encore plus développée. Donc là, vous devez vous dire qu'avec autant de moyens, le film doit être une épopée incroyable, un péplum au décor somptueux, du style de Griffith ou de Cécile B2000. Le film nous raconte l'histoire d'un homme de campagne attiré par une citadine en vacances. Ce dernier est prêt à tuer sa femme pour fuir en ville avec la vacancière. Mais il changera d'avis et regrettera profondément son geste. Perdu dans la ville, mari et femme vont vagabonder, ce qui leur permettra de se retrouver et de sauver leur couple. Ok, on est loin de Ben-Hur, et est-ce qu'une histoire intimiste comme ça méritait tant de moyens? Oui. Si je vous ai recontextualisé l'importance de l'expressionnisme allemand, c'est pour comprendre que Murnau fonctionne par symbole, et il se fout de créer un semblant de réel. Même dans une histoire potentiellement réaliste, il insuffle du fantastique. Le film nous offre d'abord une thématique visuelle pour illustrer le déchirement interne du protagoniste, le jour et la nuit. La nuit, il représente le désir sexuel refoulé, l'attirance pour la femme brune de la ville. Cette dernière, présentée en surimpression, est le monde des apparences, où tout n'est qu'illusion ou mensonge. Le jour, lui, représente l'amour, personnifié par sa femme, la villageoise blonde. Elle est la campagne et le soleil, le travail véritable et la sincérité. Tout l'enjeu profond du récit est que notre héros ne devra pas choisir entre l'amour ou son désir sexuel, mais comprendre que l'un va avec l'autre et associer les deux à nouveau. C'est pourtant le faux semblant de la ville et ses illusions qui vont aider les époux à se retrouver. Après une première demande de pardon ratée dans un salon de thé luxueux, nos personnages vont assister à un mariage. Pour l'anecdote, le grand faisceau lumineux n'est pas réel mais peint. Cette séquence de l'église renvoie presque le personnage à une condition de spectateur, dans une salle de cinéma, face à un simulacre de mariage où il peut, comme nous, y projeter l'amour qu'il veut revivre. Profondément touché par ce qu'il voit, il veut désormais retrouver l'amour et la confiance de sa femme. Après cette séquence, nous voyons le couple traverser la ville, unis, prêts à se lancer dans l'aventure de retrouver leur relation passée, reconnectant leur amour et la passion. C'est pour cela que la ville est en surimpression sur pellicule, afin de faire transition avec la campagne, toujours dans l'idée que la ville représente le désir et que la campagne symbolise l'amour. C'est entre autres pour ça que nos amoureux feront une photo devant un décor de campagne. Ironique. Dans l'Aurore, il n'y a pas de fantastique à proprement parler,
Mais Murnau ne se sépare pas d'effets venant de l'expressionnisme, notamment pour exprimer la psyché de ses personnages. Ainsi, il mettra du plomb dans les bottes du héros lorsque ce dernier est prêt à tuer sa femme, exprimant la lourdeur de son intention et en lui donnant une posture qui ne peut que faire penser à ce que Boris Karloff fera dans Frankenstein 5 ans plus tard. L'apparition invraisemblable d'un tramway dans la forêt pour appuyer le désir qu'a la femme de fuir en est un autre exemple, tout comme le gigantesque décor de la fête foraine ou encore la présence de la brume faisant penser à un conte de fées lorsque le mari quitte sa femme pour rejoindre sa maîtresse. Mais l'Aurore est un film qui n'a pas uniquement une lecture intimiste. Murnau mêle à l'intime son interaction avec l'environnement, donnant ainsi un niveau de lecture sociale au film, sur lequel le fantastique s'applique également. Ainsi, nous avons des paysans à gauche du cadre, écrasés par une lampe et une table tordues, comme pour montrer la difficulté de leur mode de vie. Murnau enchaînera même avec un plan où la vieille femme est assise et dominée par la citadine debout. Restons sur les cadres. Lorsque le protagoniste arrive dans le salon de thé afin de recréer le dialogue avec sa femme terrorisée, le cinéaste place ses protagonistes en bas du cadre pour les écraser dans le décor. De plus, leur costume dénote totalement avec le lieu. Plus tard, dans le film, une séquence chez le coiffeur sera importante, car c'est ici que le héros découvrira que sa femme peut être désirable, la voyant se faire aguicher par de nombreux bourgeois. Mais surtout, le point culminant de ça, mêlant décor fantastique, lecture sociale et récit intime, est la séquence de la fête. Le couple retrouve le plaisir de danser l'un avec l'autre, dans un univers brillant, illuminé de partout, tel un conte de fées. Mais autour d'eux, des bourgeois méprisants assistent à ce spectacle qu'ils considèrent être vulgaire. C'est l'occasion pour Murnau de faire un de mes gags burlesques préférés, pour montrer le côté coincé du cul de la bourgeoisie. Et si vous voulez du rap en symbolisme, la séquence met en scène un petit cochon foufou, faites-en ce que vous voulez. Mais que représente le cochon, Roman? C'est le cul. C'est le cul, mon pote. C'est le cul. C'est le cul, si t'as pas compris là. Je ne vais pas pousser mon analyse du film plus loin pour vous garder la fin du récit, car je voudrais que cette vidéo soit plus une invitation à découvrir ou redécouvrir ce film, plutôt que de m'adresser à un public déjà conquis. Et il est d'autant plus important de découvrir l'Aurore qu'il constitue une réelle démonstration de ce que l'expressionnisme allemand a apporté au cinéma, et qu'on ressent encore aujourd'hui. Ce qui est cool avec l'Aurore, c'est que si vous n'avez pas trop vu de film muet, c'est génial pour commencer, parce que c'est fait par un mec européen qui arrive aux États-Unis avec budget illimité. Il voit que le film sonore et le film parlant va arriver parce qu'il a de la technologie, il sait que ça va arriver. Et donc c'est un mec qui se dit, enfin c'est comme ça que je le vois, hein, il sait que ça va être un tournant dans l'histoire du cinéma. Il se dit avec le budget que j'ai, avec les moyens que j'ai, avec la liberté artistique que j'ai les moyens de faire un film qui va être une somme de tout ce qui a été fait avant moi. Et du coup, dans l'Aurore, t'as tout, mais t'as vraiment tout. C'est-à-dire que t'as le burlesque de Keaton et Chaplin, t'as les effets de montage de Eisenstein et Kuleshov, t'as le film social de Riegel-Stronheim, t'as le fantastique de Méliès, t'as l'expressionnisme de Lang, t'as la grande fresque historique de Griffith, t'as le symbolisme religieux de Cécile B. DeMille, t'as tout. Tout est dans l'Aurore, mais dans un récit simple. Et c'est pour ça que la comparaison avec Titanic, elle marche d'autant mieux que Titanic aussi fonctionne comme ça. Il voit le numérique arriver, il sait que c'est la fin aussi du XXe siècle, la fin du grand film social du XXe siècle, et du coup il va foutre tous les films sociaux, tous les films pellicules, etc., les grands films du XXe siècle, dans un film à la fois conclusif et à la fois qui ouvre ce que sera le futur. Et voilà, donc du coup vraiment, s'il y a un film par lequel commencer le mieux, je conseille l'Aurore, parce que derrière, tu te rends compte que tout était déjà là, quoi. En apportant de l'artifice et du fantastique pour raconter un récit réaliste et intimiste, Murnau nous montre que l'expérience du spectateur prime sur le caractère crédible de ce qui est montré. Il nous permet ainsi de comprendre la notion de suspension d'incrédulité, dans laquelle le spectateur cesse de questionner la crédibilité du film et se laisse porter émotionnellement par le récit. Cet épisode me tenait à cœur pour deux raisons. La première, propre à la biographie de Murnau, est ce que j'y projette. Lorsque je vous ai dit que l'expressionnisme était considéré comme un art dégénéré par les nazis, ce n'est pas pour rien. Car j'ai fait exprès de ne pas vous préciser que Murnau était homosexuel. Et à partir de là, la fin prend une tournure qui personnellement me bouleverse. J'aime voir l'Aurore comme un film dégénéré sur l'amour dégénéré.
Et quand je dis ça, je m'approprie un terme nazi. Ouais, c'est genre s'il dit, bah si vous pensez que ça c'est de l'amour dégénéré, je vais vous montrer la beauté de ce que c'est C'est l'amour je vais vous montrer la beauté de ce qui est, selon vous, l'amour dégénéré. Quoi. Et également parce que l'Aurore a été pour les années 20 un choc de prouesse technique. Et aujourd'hui, j'entends énormément de critiques détacher la fabrication du film de son propos. Le fameux « Ah, les effets spéciaux sont bien, hein, mais oh là là, y a pas de scénario. » Et quand j'entends ça sur des films tels que Mad Max Fury Road ou encore Avatar, bah ça m'irrite au plus haut point. Car la forme est le fond. Et un film comme L'Aurore de Murnau nous le démontre, car toutes les interprétations hallucinantes que l'on peut tirer du film ne nous parviennent uniquement par le biais de ses effets et de sa mise en scène. D'ailleurs, c'est rigolo parce que ce que tu dis, on pourrait l'illustrer avec un exemple dans la littérature qui est l'utilisation du passé simple dans une histoire pour dire là ça se passe maintenant, pour déterminer l'action. Ça serait comme dire ah non, ça c'est un effet, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Ouais, exactement. Si. Parce que moi, c'est vraiment ces deux trucs qui me rendent dingue avec l'Aurore. Déjà, c'est que quand il sort, c'est un bide, le film marche pas, mais c'est vraiment avec le temps qu'il va être cité et par des grands en fait. John Ford ça va être le cinéaste John Ford, ça aura été un choc pour lui. Et il y a clairement un avant et un après Murnau pour lui. Et c'est un film qui est énormément cité, qui a été réhabilité par François Truffaut. C'est François Truffaut qui a fait énormément d'analyses. Il considérait que c'était le plus beau film de tous les temps. Donc quand t'as un petit monsieur comme François Truffaut qui dit ça, c'est que t'es bien. Moi, c'est un film, je le rapproche beaucoup plus de Titanic, par exemple, de Cameron. Vraiment, cette volonté de mettre énormément de moyens techniques, et énormes, parce que les effets spéciaux racontent mon film. Et je raconte quoi avec tous ces moyens? Je raconte l'histoire d'amour de Jack et de Rose, point. Je raconte une histoire intime, mais à l'aide de moyens énormes. Et quand je dis que la forme est le fond, moi, je donne toujours cet exemple-là. C'est pas, si on prend le Matrix des Wachowski, c'est pas « Oh, Matrix, c'est bien, et le bullet time est stylé ». Non. Un bullet time, donc l'effet de caméra là qui tourne autour, avec les mêmes techniciens, avec le même savoir-faire, dans un autre film que Matrix, t'aurais oublié le truc. Le bullet time, il t'a marqué parce que dans un film qui te dit que tu dois... que le monde est faux et que tu dois te libérer des problèmes physiques, avoir une caméra en mouvement dans un plan fixe, ça illustre ce que le film te dit. Donc c'est ça qui est extraordinaire, quoi. YouTubery, tipeur, merci, regardez ça, abonnez-vous, à bientôt. Ouais, c'est bien. Voilà.